La bronchoscopie est un examen qui permet d'explorer visuellement la trachée et les bronches. Elle joue un rôle tant au niveau diagnostique pour la biopsie bronchique ou le lavage bronchio-alvéolaire entre autres, que thérapeutique pour l'hémostase locale lors d'épisodes hémoptoïques ou le retrait de corps étrangers. Lors de l'examen, le patient est assis ou légèrement allongé. Le matériel se compose d'un fibroscope souple dont l'extrémité est dirigeable, relié à une colonne vidéo, d'un système d'aspiration, de xylocaïne en spray et en solution aqueuse, de sérum physiologique et de seringues à usage unique. Le fibroscope est un tube souple constitué de fibres optiques pour la vision, d'un canal opérateur permettant l'aspiration et le passage de différents instruments et de 2 faisceaux d'éclairage. L'examen est en général réalisé sous simple anesthésie locale. On anesthésie le nez et le pharynx avec de la xylocaïne 5% en spray pour prévenir la douleur. En plus de l'anesthésie locale, une légère sédation au propofol est couramment ajoutée. Le patient reste en ventilation spontanée. Il faut néanmoins pallier aux effets secondaires du propofol, à savoir une hypotension et un collapsus vasculaire. C'est pourquoi, lors de l'examen, on surveille la tension artérielle du patient. On perfuse ce dernier avec du sérum physiologique pour éviter toute chute de tension, et un chariot de réanimation est présent dans la pièce si besoin. De plus, le patient est placé sous oxygène pour éviter les complications d'une hypoventilation. Pour une fibroscopie, le patient doit se présenter à jeun et devra le rester encore 2 heures après l'examen pour éviter les fausses routes dues à l'anesthésie. De plus, il faut toujours vérifier que le patient n'ait aucune allergie médicamenteuse et qu'il ne soit pas sous anticoagulant. Arrivé dans l'hypopharynx, on observe l'épiglotte en avant, les cartilages aryténoïdes, les récessus piriformes en arrière et les cordes vocales au centre. On anesthésie également les cordes vocales et les bronches avec de la xylocaïne 1% en solution aqueuse, pour un effet plus antitussif qu'antalgique, car les bronches ont une faible innervation sensitive. On remarque ici la xylocaïne en solution injectée dans le pharynx. On a ici une illustration de la mécanique phonatoire lorsqu'on demande au patient de parler. On passe les cordes vocales pour arriver dans la trachée jusqu'à la division des bronches souches que l'on anesthésie également. Cette division abouchant aux bronches souches droite et gauche est appelée carène. On rentre dans la bronche souche droite jusqu'à la division en bronche lobaire supérieure et en bronche ou tronc intermédiaire. Poursuivons dans le tronc intermédiaire. On observe en bas de l'image, c'est-à-dire vers l'avant, la bronche lobaire moyenne, et plus en arrière, la bronche lobaire inférieure. On retourne à la carène pour explorer la bronche souche gauche, jusqu'à la division en bronche lobaire supérieure et inférieure. La bronche lobaire supérieure se divise en culmen en haut et en lingula en bas. Cette dernière constitue l'équivalent du lobe moyen pour le poumon gauche. Le lavage bronchio-alvéolaire est un examen de recherche d'une atteinte alvéolaire par un agent pathogène. Lors de cet examen, du liquide isotonique stérile est injecté à travers le canal de travail directement dans une bronche obstruée par l'extrémité du bronchoscope. Immédiatement après l'injection, le liquide est réaspiré en exerçant une pression négative. Dans la compréhension de l'immunité de la barrière alvéolaire, le lavage bronchio-alvéolaire est un outil intéressant. On injecte généralement plusieurs fois 20 à 60 ml pour un volume total de 100 à 30 ml de liquide physiologique. Le risque de contamination étant plus important sur des petits volumes, il est préférable d'injecter au moins 100 ml. Le retour du liquide est d'environ 40 à 70%, mais il peut être moindre dans les troubles ventilatoires obstructifs. Pour être interprétable, il doit être d'au moins 30%. On ne réaspire donc pas entièrement le sérum physiologique. Une partie très minime du poumon reste inondée comme on le voit sur l'illustration. Ce liquide restant sera résorbé naturellement par le corps, ceci pouvant causer une légère fièvre quelques heures après la fibroscopie. Cet examen permet de vérifier la présence d'un agent extérieur responsable d'une atteinte des alvéoles pulmonaires, par exemple la présence d'une bactérie ou d'un virus, ou la présence de minéraux tels que l'amiante et les silices.
Il peut également être proposé aux patients immunodéprimés qui peuvent être touchés par une infection opportuniste, comme les patients atteints du sida ou les patients greffés. Les prélèvements obtenus par un lavage broncho-alvéolaire lors d'un processus infectieux apportent des informations microbiologiques et cytologiques importantes. Après prélèvement, on répartit dans différents tubes liquides pour procéder à des analyses diverses, cytologiques, bactériologiques, de typage lymphocytaire et de recherche du BK-virus entre autres. La biopsie bronchique consiste en un prélèvement au niveau des bronches d'un morceau de tissu d'une lésion jugée suspecte par le médecin. Le fragment prélevé est ensuite envoyé pour analyse dans un laboratoire d'anatomopathologie. Elle permet d'établir un diagnostic en cas de lésion suspecte ou de tumeur au niveau des bronches. Par le canal opérateur, on glisse une pince à biopsie que l'on peut ouvrir et fermer de l'extérieur, comme présenté sur la photographie. On descend la pince au niveau de l'élément à prélever. On pince la zone suspecte et on tire d'un coup sec pour récolter le prélèvement. Le patient ne ressentira aucune douleur car la sensibilité bronchique est très faible. Les éléments prélevés sont ensuite envoyés pour analyse au laboratoire. Il est parfois nécessaire de compléter la biopsie bronchique par une biopsie des glandes salivaires accessoires au niveau de la muqueuse buccale. Ce dernier examen est réalisé en cas de suspicion de sarcoïdose.